Bonjour, bienvenue aux téléspectatrices et téléspectateurs de R7. Vous êtes en compagnie de Maman Jibriki Larazak, président du parti Ligue panafricaine Imoja. Il était dans beaucoup d'esprits que l'AES va échouer, que le projet de l'AES n'aura pas lieu, que l'AES ne pourra pas tenir plus de 3 mois. Bref, cette question de l'AES, nous allons en débattre un tout petit peu, voir le contour et probablement enrichir avec le temps, avec les contributions de tout un chacun. Il est évident de savoir que l'AES était créée suite à l'événement réalisé au Niger le 26 juillet 2023 qui a conduit au renversement du Sud Mohamed Bazoum par le troupe de Abdraman Chani. L'AES s'était vue obligée d'être créée quand la CEDEAO a décidé d'attaquer militairement, même si beaucoup savaient que c'était impossible, le Niger, et pour remettre Bazoum dans ce fauteuil présidentiel. Très vite, le 16 septembre 2023, les 3 pays membres, le Mali, le Burkina et le Niger, s'étaient solidarisés autour du Niger pour apporter leur aide à défendre le Niger, mais aussi aller loin à proposer cette défense mutuelle à tous les pays qui en aura besoin, surtout membres de l'AES. Je pense que ce qui est important pour nous, l'Alliance des États du Sahel, avec mon collègue du Burkina et puis l'ambassadeur du Niger, c'est de pouvoir donner quelques clés de compréhension de ce qui se passe dans cet espace, qui lui-même aujourd'hui fait l'objet d'une telle désinformation que les gens n'ont vraiment pas le temps d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On est pour, on est contre, on se prononce, on se positionne, mais je pense qu'il faut avoir les clés de lecture qui me semblent être importantes. D'abord, le premier élément, c'est d'abord sur le Sahel. Parce que je vois que le titre, c'est les États du Sahel. Il faut comprendre que les États du Sahel ne sont pas que les 3 États du Sahel, ou même ceux qui étaient appelés avant le G5 Sahel, mais que le Sahel comprend du Sénégal jusqu'à la Somalie, et le Maroc, la Libye, d'autres pays font tous partie de ce Sahel où il y a un continuum humain, géographique, géopolitique, etc. Donc il faut comprendre cet élément. Maintenant, pour ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel, il a parlé de la partie contre. La partie contre aide seulement à comprendre le contexte. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différend très profond avec le reste des pays de la CEDEAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États, qui est une crise très profonde, qui dépasse juste le label de coup d'État, parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc on ne peut pas se comprendre. Donc je pense que ça nous a amené dans un différend extrêmement profond avec le reste de la région. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas normal. La CEDEAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ces règles, mais la plupart de ces règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anticonstitutionnels. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain, j'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe, fût-il l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. C'était les premiers éléments, les premiers jours de la création de l'AES qui s'est donné obligatoirement comme mission
la défense mutuelle de l'intégrité du territoire de ces trois pays. Il faut savoir que l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel, communément appelée l'Alliance de l'Utako-Gourma. C'était la zone frontalière entre les trois pays qui se vit depuis un bon moment l'insécurité grandissant. Il faut aller loin, l'AES se voit infliger des sanctions par des institutions sous-régionales, internationales. Il fallait trouver des moyens propres pour leur permettre de subvenir aux besoins de leur population. Pour cela, il faut commencer à institutionnaliser certains facteurs, trouver une monnaie commune. Et cette monnaie devrait avoir lieu sous le nom du Sahel, qui sera basée sur la production naturelle propre. Comme disait le professeur Nicolas Agbourou, toute monnaie digne d'être forte se doit de se baser sur la productivité nationale. La monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Tant que tu ne gères pas ta monnaie, tu n'es pas souverain. Moi, je suis très optimiste, surtout avec le Burkina et le Mali. Ils vont changer. L'optimisme de Issoufou Boubacar Kado, politologue et analyste des finances publiques, est relatif à l'annonce de la création de la monnaie unique de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une annonce intervenue au lendemain de la rencontre entre les trois ministres des Finances de ces pays fondateurs. Une belle opportunité pour ces trois pays à plusieurs avantages socio-économiques, affirme Hambali Dodo, économiste. La solidarité entre les pays membres, le pilotage d'une unité monétaire stable et concurrentielle et la stabilisation macroéconomique des pays membres. Alors si cette nouvelle zone monétaire parvient à relever ces défis, on peut s'attendre à un horizon proche au décollage de ces économies-là et surtout à la relance de ces économies vers un chantier de croissance durable. Un projet en gestation qui ne sera pas un long fleuve tranquille dans sa mise en œuvre. Moi, je suis très optimiste, surtout avec le Burkina et le Mali. Chez nous, à un moment donné, ça traîne, mais j'ai vu qu'ils se sont réveillés, ils ont compris qu'ils n'ont pas de choix. Rien que l'interview du ministre des Affaires étrangères du Nigeria doivent leur donner des tonus. Vous avez suivi la réunion qu'il a eue avec Ouattara et Macron. À la sortie de la réunion, Macron disait qu'il n'y aura pas de négociations au niveau de la CEDEAO avec le Niger tant que Bazoum n'est pas libéré. Vous voyez à quel point celui qui tire les ficelles. La monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Tant que tu ne gères pas ta monnaie, tu n'es pas souverain. Créée en septembre dernier, l'Alliance des États du Sahel, AES, est la résultante des tensions entre ces trois pays fondateurs, Burkina Faso, Mali et Niger, avec la CEDEAO et la France. L'AES a pour vocation la défense collective et l'assistance mutuelle entre ces pays au bénéfice exclusif de leur population dans un espace socialement et économiquement intégré. Et donc l'AES, dans son élan, va profiter de cette expérience économiste pour favoriser un décollage économique et surtout favoriser et développer les échanges avec des partenaires locaux et internationaux. Hélas, jusqu'à ce jour, le Sahel n'a pas encore vu le jour, mais c'est un projet qui est en cours de travail. Le Sahel est le nom proposé pour la nouvelle monnaie commune qui pourrait être adoptée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance, créée en 2023, vise à renforcer la coopération sécuritaire, économique et sociale entre ces pays, qui font face à la menace des groupes armés et à la crise alimentaire dans la région du Sahel. La nouvelle monnaie aurait pour objectif de favoriser l'intégration économique et financière des pays de l'AES, en facilitant les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens, et la mutualisation des ressources énergétiques. Elle permettrait également aux pays de l'AES de sortir du franc CFA, la monnaie héritée de la colonisation française, qui est souvent critiquée pour son manque de souveraineté et sa dépendance à l'euro. Pour le moment, il ne s'agit que d'un projet, qui doit encore être approuvé par les autorités politiques et monétaires des pays concernés.
Il faudrait également définir les modalités techniques et juridiques de la création et de la gestion de la nouvelle monnaie, ainsi que les critères de convergence économique à respecter pour y adhérer. Une intelligence artificielle a même proposé des images de billets et de pièces avec la mention au Sahel, mais il ne s'agit que de spéculation. La nouvelle monnaie, Sahel est un projet de monnaie commune pour les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces pays sont actuellement membres de la zone franc CFA, qui utilise le franc CFA comme monnaie officielle. Le franc CFA est lié à l'euro à un taux fixe de 1 euro égale 655,957 francs CFA. Le projet de monnaie de Sahel n'a pas encore été officiellement lancé, et il n'existe pas de données officielles sur sa valeur par rapport à l'euro ou au franc CFA. Certaines sources avancent cependant qu'un Sahel serait égal à 1000 francs CFA soit plus de 1,5 euro. Avantages de la nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie du Sahel pourrait avoir plusieurs avantages pour les pays qui l'adopteraient, selon les sources d'informations que j'ai consultées. Voici quelques-uns de ces avantages. Elle favoriserait l'intégration économique et financière des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, en facilitant les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens, et la mutualisation des ressources énergétiques. Elle permettrait aux pays de l'AES de sortir du franc CFA, la monnaie héritée de la colonisation française, qui est souvent critiquée pour son manque de souveraineté et sa dépendance à l'euro. Elle renforcerait la stabilité macroéconomique et la crédibilité des politiques monétaires des pays de l'AES, en les incitant à respecter des critères de convergence économique, tels que le déficit budgétaire, l'inflation, la dette publique, etc. Elle valoriserait le potentiel économique et social du Sahel, qui dispose d'énormes ressources naturelles, énergétiques, agricoles et humaines, et qui pourrait devenir un marché commun attractif pour les investisseurs. La gestion de la nouvelle monnaie. La gestion de la nouvelle monnaie du Sahel n'est pas encore définie, car il s'agit encore d'un projet qui doit être approuvé par les autorités politiques et monétaires des pays concernés. Il faudrait également définir les modalités techniques et juridiques de la création et de la gestion de la nouvelle monnaie, ainsi que les critères de convergence économique à respecter pour y adhérer. Selon certaines sources d'information, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, envisageraient de créer une banque centrale commune pour les 3 pays, qui serait chargée d'émettre et de réguler la nouvelle monnaie. Cette banque centrale serait indépendante des autres institutions monétaires régionales, telles que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, ou la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, qui gère actuellement le franc CFA. La nouvelle monnaie du Sahel serait basée sur l'or, qui est une ressource abondante dans la région, et qui pourrait garantir sa stabilité et sa valeur face aux fluctuations des autres devises. Elle serait convertible avec les autres monnaies internationales, mais ne serait pas arrimée à l'euro, comme c'est le cas pour le franc CFA. La gestion de la nouvelle monnaie du Sahel impliquerait également une coordination et une harmonisation des politiques économiques et financières des pays membres de l'AES, afin de respecter des critères de convergence tels que le déficit budgétaire, l'inflation, la dette publique, etc. Ces critères viseraient à assurer la crédibilité et la soutenabilité de la nouvelle monnaie, ainsi qu'à favoriser l'intégration économique et financière des pays de l'AES. L'or serait utilisé pour garantir la stabilité de la nouvelle monnaie du Sahel en la basant sur le métal précieux, qui est une ressource abondante dans la région. Cela signifierait que les principales monnaies du Sahel seraient convertibles en or à un prix fixe auprès de la Banque centrale commune, qui serait chargée d'émettre et de réguler la nouvelle monnaie. L'AES prend forme petit à petit, pendant que les autres institutions attendaient à ce qu'il fasse marche arrière. Et encore, ils se donnent la peine d'unir leurs forces politiques pour organiser des rencontres interministérielles afin de voir clair et d'aboutir à un développement, à une structuration du noyau AES. Il s'est passé pas mal de rencontres, pas mal d'échanges, pas mal de réunions. C'est la logique pour asseoir et confirmer la confiance qui devrait en être à tout un chacun. La société civile est mise à contribution, les personnes volontaires se sont mises à contribution et tout ce projet est en train de prendre forme aujourd'hui. Comme activité phare, c'était de tenir le 6 juillet 2023 le sommet, 2024, le premier sommet de l'AES
qui a vu la mise en chef de file le président Assimi Goïta du Mali. Ce sommet a vu le jour à Niamey en réponse au sommet qui devrait se tenir à Abuja de la CEDEAO. Cette diplomatie qui a été discutée lors de ces sommets, il fallait la renforcer, la mutualiser. Il fallait trouver des partenaires sûrs, étant des partenaires militaires comme la Russie, des partenaires économiques comme la Russie ou pareil, comme la Chine, mais aussi stratégiques pour permettre à l'AES de véhiculer ces messages dans le monde entier. Aujourd'hui, l'AES tisse des relations avec des pays comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Chine, comme la Russie. Ça va de soi que ça se développe et aller de loin. Et à un moment, pendant que tout le monde se dit non, l'AES fait son sommet, ça doit aller, ça ne pourra pas marcher, l'AES sort un projet phare qui était celui de la Confédération de l'AES. Dans cette vidéo, je vais présenter 6 facteurs ou 6 choses que je pense que peuvent présager la réussite ou bien le succès de l'Alliance des États du Sahel. Donc le premier facteur que je pense qu'il peut présager la réussite de l'Alliance des États du Sahel, ce sont les chefs d'État actuels du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Ce sont des chefs d'État charismatiques. Vous allez voir le charisme que ces chefs d'État ont et c'est ça qui fait que nous arrivons on est arrivé à la création de cette alliance-là. Donc, c'est des gens charismatiques qui sont visionnaires, qui savent vraiment où ils veulent amener leur pays et pourquoi ils sont venus aussi ensemble en mettant tous les efforts pour qu'il y ait la création de l'Alliance des États du Sahel. Donc, c'est des chefs d'État charismatiques et leur charisme peut beaucoup contribuer au succès de l'Alliance des États du Sahel. Le deuxième facteur que je pense qui peut beaucoup contribuer au succès de l'Alliance des États du Sahel, c'est l'adhésion populaire que nous assistons dans ces 3 pays. Des actuels dirigeants ont vraiment ce qui posent, c'est des actes qui posent. La population apprécie beaucoup, une grande partie de la population apprécie leurs actions. Et donc il y a une adhésion populaire par rapport à la vision, par rapport à la création même de l'Alliance des États du Sahel. Et aussi ils sont beaucoup, c'est comme il dit, la façon dont les chefs d'État sont en train de conduire ces pays dans ça ça intéresse beaucoup la population et donc il y a une adhésion populaire. Regardez tout récemment lors de le dernier sommet des 3 États et des 3 chefs d'État qui a eu lieu le 7 juillet 2024 à Niamey au Niger. Il fallait voir comment le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a été accueilli à Niamey. Et Assimi Goïta, comment il a été accueilli à Niamey. Il fallait voir aussi
la salle, comment la salle était archi-comble, comment les rues de Niamey étaient bondées de gens pour vraiment les accueillir, pour accueillir vraiment cette nouvelle de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, il y a une adhésion populaire. Et cette adhésion populaire est très capitale et ça peut beaucoup permettre au succès de l'Alliance des États du Sahel. Le troisième facteur que je pense qui peut aussi beaucoup contribuer au succès de l'Alliance des États du Sahel, c'est le fait d'avoir une diplomatie commune, le fait de parler et négocier ensemble. Vous savez, les 3D de l'Alliance des États du Sahel, j'ai fait une vidéo récemment sur ça, c'est la défense, la diplomatie et le développement. Donc la diplomatie, c'est de faire une diplomatie commune, aller ensemble lorsqu'il y a à négocier, à parler, à présenter, à se faire convaincre, à convaincre ceux qui sont en train de faire. Ils se sont beaucoup unis pour pouvoir le faire. Donc le fait de le faire ensemble, c'est quelque chose qui peut beaucoup contribuer au succès de l'Alliance des États du Sahel. Le quatrième facteur ou la quatrième chose que je pense qui peut beaucoup contribuer au succès de l'Alliance des États du Sahel, c'est l'autofinancement. Vous savez, lorsque vous prenez en charge, personne ne peut vous dicter ce que vous devrez faire. Donc, regardez par exemple le cas de la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation qui n'est pas à 100% autofinancée et il y a une partie qui est financée par l'extérieur, ce qui fait qu'il y a une ingérence ou bien il y a des fois, ces pays qui financent dictent aussi leurs lois et donc l'Alliance des États du Sahel veut vraiment tenir compte de leurs forces et de leurs choses et donc autofinancer leurs activités ou surtout la création, le fonctionnement de l'Alliance. Vous voyez? Donc ça c'est très important parce que comme je venais de le dire, et lorsque vous êtes, vous avez on dit l'argent est le nerf de la guerre, et donc une fois que vous arrivez à vous financer, personne ne vient vous aider, vous êtes plus libre de prendre les initiatives qu'il faut. Vous voyez, donc ça c'est le quatrième facteur. Le cinquième facteur que je pense qui peut aussi beaucoup contribuer, c'est ils sont en train de travailler sur la création d'une monnaie commune. Donc cette monnaie commune peut aussi beaucoup contribuer au succès de l'Alliance. Lorsque c'est dans les trois pays, ils ont la même monnaie et ils font les choses, tout ça là, et c'est une monnaie créée par eux-mêmes, ce n'est pas une monnaie créée où créée ailleurs, et tel que on prend le cas du franc CFA, et donc c'est quelque chose qui va beaucoup contribuer au succès de l'Alliance du Sahel. Donc vraiment nous devrons encourager beaucoup, et cette monnaie paraît-il que le nom qui vient beaucoup, c'est le Sahel. Espérons vraiment que ça va être ce nom-là ou bien un autre nom, mais ils sont en train de travailler sur cette monnaie-là. Et le dernier facteur que je pense qui peut aussi beaucoup contribuer au succès de l'Alliance des États du Sahel, c'est qu'il faut voir, il y a une renaissance du panafricanisme. Et il y avait les pères fondateurs, ceux qui entre-temps avaient beaucoup, tels que Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, les Sékou Touré et Patrice Lumumba, beaucoup de ces gens qui ont vraiment voulu qu'il y ait un panafricanisme bien avéré, et ça n'a pas eu lieu après eux. Et donc, c'est les trois chefs d'État ont voulu vraiment aussi promouvoir aussi le panafricanisme, ce qui fait que les panafricanistes de la diaspora, qui sont les Africains ou en dehors de l'Afrique, tout ça là, sont beaucoup, et ils apprécient ce qui se passe dans l'Alliance des États du Sahel. Et vous allez voir tout récemment, il y a le président Ibrahim Traoré qui a reçu
même une délégation venue un peu partout de la diaspora pour participer à la semaine culturelle, et il les a reçus, et il fallait voir comment ils apprécient les actions qui sont en train d'être posées à l'Alliance des États du Sahel. Donc le panafricanisme, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup promouvoir et est en train d'être fait dans l'Alliance du Sahel. Ah oui, il faut des institutions, comme on dit, mais il faut une organisation. Cette organisation permettra sans nul doute à l'AES d'être un globe uni. Partant de ces principes, l'AES est aujourd'hui un minimaliste en voie de se fédérer. Pour les panafricains aguerris engagés, à l'image du père fondateur du panafricanisme, Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir. Elle doit être un bloc, et ce bloc passe nécessairement par la fédération des institutions de décision africaines. C'est ça qui nous amènera à la quête de la souveraineté nationale, mais aussi l'indépendance totale du continent africain. Par contre, les embargos, les sanctions, les gels, il fallait faire face. Et c'est pourquoi, dans l'ensemble de ces trois pays, la nationalisation de ces infrastructures minières, énergétiques et transports doivent être immédiates. Il faut nationaliser. Il faut rendre logique, exploitable par la population. De ce fait, les dividendes devront profiter directement à l'État et à la gestion du gouvernement. Le cas du Niger, qui ont procédé à la nationalisation de certaines sociétés privées ou privatisées, se voit à mesure de réduire certains frais. Rien que le pétrole, qui a été diminué de 41 francs, rien que les ciments qui se vendent aujourd'hui à 155 000 au lieu de 105 000, rien que les engrais pendant la saison pluvieuse qui étaient vendus à 5 000 au lieu de 27 000, 35 000. Ce sont des actions d'atténuation à la souffrance de la population qu'offraient de manière progressive ces dirigeants de l'AES. Et une certaine transparence se fait sentir lors de l'exploitation et de la productivité de ces ressources. D'autres en diront non. Mais bon, c'était de la politique. Mais ce projet n'est pas sans embûche. Il y a autant de résistances qui ne voulaient pas à ce que le projet AES ait lieu. Le cas particulièrement du Mali, où l'imam Diko était sorti pour justement vouloir déstabiliser avec des propos, et où aujourd'hui il vit en exil en Algérie. Ce pays devenu, avec le temps, qui était lui le modérateur de la crise malienne, est aujourd'hui devenu l'ennemi, pour ne pas dire numéro 1, du peuple malien. Mais au Burkina, la résistance était un peu plus intérieure de la maison, où certains officiers se sont décidés de ne pas accepter la volonté populaire et vouloir déstabiliser les régimes transitoires actuels. Mais en réponse, les autorités ont préféré envoyer ces militaires en stage en Russie, ce qui était une autre façon de mater cette résistance. Aussi au Niger, les deux mouvements qui se sont affichés clairement pour dire que nous ne voulons pas de la transition militaire, c'était les FPL,
de Mahmoud Salah, donc Front patriotique pour la libération. Ils se sont donné la peine de changer de nom, d'évoluer, de régresser, mais avec cette poignée de main et d'hommes armés, ils se donnent la peine d'attaquer de différentes installations pétrolières. Au Niger, il y a plus de rébellions, comme celle de Rissa Agaboula, qui est aujourd'hui exilé en France, et d'ailleurs qui a perdu sa nationalité avec 8 de ses confrères qui étaient du gouvernement de Sieux Bazoum. La réponse immédiate au matage de cette résistance au Niger était de retirer la nationalité de certains individus qui voulaient nuire conformément au texte précédemment défini par la charte de la transition. Le Niger, le Burkina, le Mali font front commun. Il faut aller de l'avant. Il faut évoluer. Il faut se donner la peine d'aspirer une confiance totale à la population africaine. Il faut oser réaliser le projet tant attendu qu'avait commencé certaines personnes depuis 1963 et bien avant. Mais il faut aussi se donner la peine de conjuguer avec les forces actives locales qui, sans nul doute, ne sont pas devenues des facultés de réflexion, qui ne sont pas, sans nul doute, devenues des relations internationales permettant d'aboutir à un développement homogène et harmonieux du peuple africain. Il est clair que les dirigeants de l'AES, sur le plan actuel, se donnent la peine de recruter, mais aussi d'orienter des facultés intellectuelles de ses fils et filles pour asseoir une gestion assurée, une gestion proprement dite réussie. Nous ne voulons pas vivre les mêmes erreurs de la CEDEAO qui se veut être la CEDEAO du peuple dans les années 2050 ou 2060. L'AES doit être l'AES du peuple dans l'immédiat, à l'instant T, mais aussi proposer des solutions de sortie pour un lendemain meilleur. L'Afrique a eu un soutien assez énorme de par le monde, de par ses filles et fils du continent de la diaspora, et ça va continuer à être. Et c'est le cas de WAPO, West African Population Organization, ou en français, OPOA, Organisation des peuples ouest-africains, qui tiendra sous le patronage de son Excellence Abdraman Tchani une conférence internationale en novembre pour apporter leur soutien à l'AES entière, mais aussi au CNSP. L'AES a besoin de cette productivité intellectuelle, scientifique, permettant d'asseoir des institutions fortes pour régner dans l'harmonie des nations. L'AES se doit d'éviter des erreurs, d'asservir la lutte africaine à des étrangers qui ne veulent pas défendre l'intérêt du continent africain. Il est clair que les Africains doivent être dignes et responsables. L'AES, dans sa lancée, se doit d'inculquer des valeurs de sacrifice à ses filles et à ses fils. L'AES se doit de réussir cette mission pour ne pas désespérer les milliers
d'Africains, les millions d'Africains à travers le monde surtout. C'est pourquoi il est évident que dans cette lutte ou de cette aventure qui est très noble, nous avons intérêt à réussir. Vous avez intérêt à écouter et nous avons tous intérêt à nous corriger. L'Afrique nous appartient tous. L'AES est un projet qui, aujourd'hui, nous le savons, doit venir en rescousse aux pays qui veulent se libérer. L'exemple du Tchad, l'exemple du Nigeria qui sont en crise, l'exemple du Bénin qui sont en dictature déguisée, l'exemple du Cameroun qui sont en mode transitoire depuis des années, ou l'exemple justement pareil, le président est toujours malade, mais des nouvelles, sa santé ne sort pas. Peut-être que Biya est parti, mais il faut trouver un autre Biya pour le remplacer. L'AES doit venir en rescousse à ces pays pour faire face à un défi assez énorme, assez commun. Et tous les Africains et toutes les Africaines doivent s'y mettre main dans la main pour accompagner le projet de l'AES. C'est ces éléments que nous voulons juste partager en attendant de voir plus clair et en attendant de revenir sur la prochaine émission. Merci à vous. Je vous remercie.